J'avais un ressenti qui était très développé, qu'on appelle dans notre métier le clair ressenti, quoi. Ça veut dire en gros, depuis que je suis ado, je me rends compte que dès que je pose les mains sur les gens, je sens un petit peu, euh, je suis attiré vers les zones où ils ont mal. J'ai rencontré à l'époque Jean-Michel Demelt, qui est donc un kinésithérapeute alsacien, qui m'a pris un peu sous son aile, on va dire, qui m'a vraiment appris son métier. Ça a pris longtemps. J'étais pas des plus doués au départ. Et je me suis formé pendant des années avec lui, vraiment. Je suis devenu son collaborateur, qu'on a vraiment collaboré ensemble. J'ai fait beaucoup de formations pour lui, mais ça a été mon socle de départ pour aller vers ces pratiques-là. Explorer le regard intérieur, celui de ceux qui éveillent les consciences et révèlent l'universel à travers leur singularité. Bonjour, je m'appelle David Garcia, je suis thérapeute, je travaille en cabinet depuis 17 ou 18 ans. J'ai plusieurs outils en cabinet, mais la base de ma pratique, c'est une méthode qui s'appelle Demelt, une méthode d'un kiné qui permet de soulager le corps et de faire le lien avec les événements traumatiques. J'ai vraiment d'autres outils maintenant en cabinet où je m'oriente beaucoup plus sur le travail dit sensoriel. En gros, aller chercher les origines en nous, les sensations d'origine en nous qui ont figé, quoi, qui nous ont figé un peu. J'avais une sorte de, pas d'illusion, mais de croyance qu'on va vers ces métiers pour faire du bien aux autres, etc. Il y a vraiment ce côté, en effet, mais ça c'est souvent très personnel. On parle souvent de le positionnement du thérapeute et en vrai, quand on a ce côté sauveur, c'est que très souvent, on a des choses à regarder à l'intérieur, que j'ai appris à regarder depuis. Mais en tout cas, j'essaye de comprendre ce qui m'a amené à aller vers les gens en général et vers ces pratiques. Et du coup, ça influence clairement ce regard que j'ai progressivement sur ce qui se passe à l'intérieur, m'aide vraiment à me positionner autrement et à comprendre aussi peut-être un peu mieux les personnes et à ressentir un peu mieux les personnes. La différence entre le bien-être et le mieux-être. Euh, je ne sais pas si je peux faire une différence vraiment. Il y a une, presque une illusion sur le terme de bien-être, quoi. C'est quelque chose où les gens ont l'impression que le bien-être, c'est tout va bien tout le temps à l'intérieur, quoi. On est vraiment super bien. Ça, c'est une illusion, hein. C'est comme la notion de douleur, quoi. C'est-à-dire que notre état, notre condition d'humain, c'est pas d'être tout le temps bien. C'est apparemment, ce serait de avoir une capacité à laisser couler, quoi, les choses, à les accueillir, à les observer, à les ressentir à fond et à laisser faire ça. Peut-être à capter des choses par rapport à ces ressentis. Mais voilà, c'est notre capacité à accueillir tout ça pour pas que que ça devienne un traumatisme. Ça, pour moi, c'est une définition plus du bien-être. Être en capacité de vivre sans que ça nous impacte trop les choses. Hein, ça serait plus ça. La notion de mieux-être, si on pourrait faire une distinction, serait peut-être notre capacité à améliorer cette idée où on peut recevoir les choses. Il semblerait que les sensations soient l'origine, les fondements de ce qu'on est. Nos premières perceptions semblent être sensorielles. Avant les émotions qu'on va créer, avant le mental, on ressent déjà. Et du coup, être à l'écoute de ces sensations va donner énormément d'infos sur ce qu'on est. Mais après, il y a le côté plus thérapeutique de l'écoute du corps. Par exemple, quand je forme des stagiaires, écouter un corps, ça va être vraiment capter les vibrations, capter les signaux. Ça peut être les signaux inconscients, ce que la personne va nous montrer. Ça va être vraiment être attentif à toutes les informations qu'on peut percevoir. Certaines tensions vont nous donner des infos, comme si ça nous guidait, quoi. Et ça peut être aussi, encore une fois, lors de l'entretien avec la personne en début de séance, ça peut être voir comment elle réagit, comment elle se positionne, les vêtements qu'elle a, comme si tout était une information, comme si c'était fait exprès pour nous guider quelque part. On parle beaucoup dans mon travail de mélodie, comme si la personne avait une mélodie, une vibration qu'on peut vraiment suivre. Donc là, dans la réponse, c'est deux côtés du coup. C'est le côté thérapeutique, je dirais, où on peut apprendre à suivre un chemin avec les personnes, mais l'écoute du corps, c'est aussi très personnel, c'est-à-dire apprendre à déjà, pour soi, apprendre à vraiment capter les sensations en nous. La méthode de Melt, déjà, encore une fois, c'est le socle de mon travail. Donc maintenant, je parle plutôt de thérapie manuelle psychocorporelle, hein. Pendant très longtemps, j'ai collaboré avec Jean-Michel de Melt, et c'est vraiment, je suis très reconnaissant par rapport à tout ce qu'il m'a apporté,
Parce que réellement, sans lui, déjà, je ne serais pas là, je ne pourrais pas faire ce métier. J'ai regroupé un ensemble d'éléments, j'ai nommé ça thérapie manuelle psychocorporelle, et voilà, ça c'est la base déjà pour expliquer un peu la distinction entre la réharmonisation énergétique méthode de Melt et ce que je fais aujourd'hui. C'est une méthode au départ d'un médecin qui s'appelait Brennet, qui est décédé je crois en 2000, qui s'est basé sur les travaux du docteur Nogier qui a fait l'auriculothérapie, l'auriculomédecine je crois que ça s'appelle aussi. Donc c'est une pratique où on prend le pouls et on utilise des filtres, c'est des gélatines, des couleurs. En approchant ces filtres de la personne, on a le pouls qui réagit ou pas. Et ça nous donne énormément d'informations sur comment fonctionne le corps. Je crois que ça fait une douzaine d'années que j'ai commencé à me former en éthio et je me suis formé sur des années avec Arnaud Dejean, qui est sûrement la référence. Dans mon travail, je l'ai utilisé beaucoup dans la pratique de Melt au départ, où on fait des visualisations, on apprend aux personnes à imaginer des scènes. On travaille beaucoup l'enfant intérieur et finalement, c'est des outils très proches de la sophrologie ou des outils qu'on utilise en hypnose. Mais l'outil d'hypnose pure, où on va amener les gens dans ce qu'on appelle dans un état modifié de conscience, on va leur faire des protocoles, imaginer, je ne sais pas comment dire, il y a plein de protocoles, il y a des centaines de protocoles en hypnose. J'utilise pas directement cet outil, c'est plutôt intégré dans ma pratique, intégré dans les entretiens, c'est intégré dans les visualisations qu'on peut faire. Avec les ados et les enfants, c'est indispensable de prendre ce temps au début pour voir ce que leur inconscient va montrer. Quelles sont les infos qu'on va capter dès le départ? On va avoir des enfants avec de multiples 10, dysorthographie, dyspraxie, dyslexie, voilà, tous les 10 quoi. J'ai beaucoup d'enfants qui viennent avec des TSA, des troubles du spectre autistique ou les TDAH dont on parle beaucoup aujourd'hui. Et ces enfants souvent ne comprennent pas leur fonctionnement et on ne leur a pas expliqué. Ça c'est quand même un vrai travail de prendre un temps pour leur dire hey, c'est normal quoi, que tu fonctionnes comme ça et c'est pour ça que tu réagis comme ça. La schizophrénie par exemple, c'est pas du tout de mon ressort quoi. D'une manière générale, dès qu'il y a une déconnexion de la réalité, c'est plus de mon ressort. Hein. On est dans la psychose, on dit. Hein, la différence souvent entre la névrose, qui est expliquée de la névrose et de la psychose. Tant qu'on est dans la névrose, la personne a conscience pas mal de ce qui est réel ou pas. Dès qu'on est dans la psychose, il n'y a plus cette réalité-là. Ou cette réalité-là, en tout cas, peut être déviée. Plus l'insécurité a été forte dans la petite enfance, plus ça va créer une base qui nous oblige à nous protéger. De permettre aux gens d'exprimer ces sensations va euh, euh, simplifier considérablement ces mécanismes de protection. On part de l'idée qu'on arrive voir un professionnel, on sort, on n'a plus mal. Et on le voit beaucoup pour le physique. On a mal, on se dit je vais aller voir quelqu'un qui traite le corps, que ce soit dans nos pratiques, là, ce que je propose, des fois les gens ils viennent pour traiter le physique, mais ça peut être aussi aller voir un ostéopathe, un kiné. Souvent les gens veulent voir des changements dans leur comportement ou que des traumatismes ne soient plus des traumatismes, quoi. Et ça, c'est vraiment mesurable. Il y a des éléments très très concrets dans les entretiens au début qui montrent que la personne a bougé. Dans beaucoup de cas, la personne nous dit directement ça va mieux, je sens que ça bouge, je sens, etc. Mais c'est pas forcément aussi clair que ça. Ça fait quelques années finalement qu'on apprend aux enfants la notion d'émotion. C'est la même chose, par exemple, on parle beaucoup des abus aujourd'hui. Finalement, ça fait très peu de temps qu'on apprend aux enfants la notion de ce qu'est à eux, leur sexe, leur corps. Ça, c'est des choses finalement, c'est assez nouveau. Donc déjà, il y a un vrai phénomène social d'éducation qui évolue. On est encore beaucoup peut-être dans aller chercher la responsabilité chez l'autre, quoi. C'est encore quelque chose, c'est pareil, c'est lié à l'éducation, à la société, où souvent c'est la faute de l'autre. Quand il se passe quelque chose avec quelqu'un d'autre, qu'est-ce que ça représente pour moi? Pourquoi cette personne est présente dans mon système? Qu'est-ce que ça vient faire là? Et ça fait écho à quoi derrière? Donc là, il y a tout un travail d'écoute, d'observation, de compréhension de son mental et d'observation de ses sensations, encore une fois. Je vois que très souvent, on a très peu de regard sur les sensations et qu'en effet, ces sensations d'origine qui nous ramènent sur les petites enfances conditionnent beaucoup, beaucoup ce qu'on est. Et là, il y a une vraie éducation à faire des gens.
Il y a la volonté de la personne déjà. C'est normal, quoi. On n'a pas à vouloir quoi que ce soit pour les gens. À partir du moment où on veut quelque chose, et c'est un vrai bug dans nos métiers, beaucoup de thérapeutes sont dans la volonté, sûrement moi aussi à plein de moments. Apprendre à écouter ce qui se passe dedans. Deux, apprendre aussi à ne pas toujours, ou peut-être à moins, mettre la responsabilité sur tout le monde, quoi. Quelle est ma part dedans? On a tous notre part de responsabilité, on dit. Et c'est vrai qu'on n'est pas forcément dans une éducation, une société, on nous apprend beaucoup ça. Et je pense que j'ai la sensation, ou je vois en cabinet, que c'est vraiment très important qu'on reprenne notre part de responsabilité. Tout ce qui est en lien avec le stress va vraiment fonctionner beaucoup. Les massages, toutes ces pratiques de relaxation, etc. peuvent marcher, peuvent fonctionner, mais après, il faut regarder le factuel, c'est que les gens ne vont pas bien. On est dans une période où ça va pas et ça s'arrange pas, encore une fois. Et là, il faut un accompagnement plutôt, justement, ou global ou orientation psycho, quoi. Et là, les professionnels de santé sont réellement débordés. On a une réalité là en France où la prise en charge des personnes, il y a un terrain qui est saturé.